Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez la dernière édition du journal à la une de l'actualité. 70 milliards de dividendes, c'est le montant reversé par les entreprises publiques à l'État en 2024. C'est ce qu'a révélé la cérémonie, cette rencontre d'échange entre les dirigeants sociaux et leur ministre de tutelle, Moussa Sanogo. Cette réunion porte sur la gestion des entreprises du portefeuille de l'État. La caravane du dimanche de la solidarité a sillonné la région du Moronou. Plus de 400 ménages vulnérables et pauvres ont reçu l'assistance du gouvernement. La ministre Belmondogo est allée en personne s'assurer que les dons sont bien arrivés à bon port. Et puis cette signature d'arrêté portant sur le nouveau taux de couverture des médicaments entre la MUGEFSI et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Il s'élève désormais à 80%. Cet arrêté marque une étape cruciale dans l'amélioration de la prise en charge sanitaire des fonctionnaires et des agents de l'État. Voilà pour le sommaire. Merci de choisir RTI 1 pour vous informer. On ouvre ce journal avec le genre de nouvelles qui fait sourire les trésoriers de l'État. Pour 2024, les entreprises à participation financière publique ont généré 70 milliards de dividendes. C'est ce qu'a révélé la rencontre annuelle d'échange avec les dirigeants sociaux sur la gestion des entreprises du portefeuille de l'État en présence du ministre de tutelle Moussa Sanogo ce jeudi à Abidjan. On en sait davantage avec Lanciné Bakayoko. Ces échanges, au-delà d'être un exercice d'analyse et de projection, constituent un moment privilégié de réflexion collective sur les défis, les orientations stratégiques et sur les opportunités qui se présentent aux entreprises publiques. Nous nous apprêtons à tracer ensemble les grandes orientations qui guideront notre action dans les mois à venir. Il nous appartient de faire preuve de lucidité, d'ambition et de pragmatisme pour assurer un pilotage efficace de nos entreprises publiques, en veillant à améliorer continuellement leur gouvernance, leur performance économique et leur impact social. Sur ce chantier, le portefeuille de l'État est sur une bonne trajectoire avec l'amélioration des outils de pilotage et des résultats comptables. Pour 2024, l'évaluation approfondie des performances des 87 entreprises à participation financière publique, aussi bien sur le plan économique et financier que sous l'angle de la gouvernance, révèle que des dividendes de près de 70 milliards de francs CFA ont été reversés à l'État. Sur le point de vue donc des progrès accomplis, nous ne devons pas perdre de vue les défis qui persistent, à savoir le renforcement du suivi des recommandations des audits, à savoir également la poursuite des travaux de révision des modèles économiques des entreprises en difficulté, aussi l'élaboration de la nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'État sur la période 2026-2030. Moussa Sanogo a évoqué d'autres problématiques qui peuvent éroder la capacité opérationnelle des sociétés d'État, notamment les délais de passation des marchés manifestement trop longs pour des secteurs très concurrentiels comme les banques. On continue de parler de croissance économique de la Côte d'Ivoire avec une prévision de 6,7% en 2025, nouvelle conjointement annoncée par le gouvernement et le Fonds monétaire international FMI ce vendredi 4 avril 2025 à Abidjan. C'était à l'occasion du lancement de la 4e mission d'évaluation des programmes économiques et financiers de l'institution de Bretton Woods pour la période 2023-2026. Léon Brou. 6% le produit intérieur brut quand l'inflation est réduite à 3,5% et le déficit budgétaire de 1,2% en 2024. L'économie ivoirienne toujours résiliente et robuste selon le ministre des Finances et du Budget. La croissance est estimée à 6,7% en 2025 et connaîtrait une progression moyenne de 6,4% sur la période 2026-2030. L'objectif communautaire de l'UEMOA de consolidation budgétaire sera atteint avec un déficit budgétaire qui se stabilisera à 3% du PIB à partir de 2025. Le taux d'inflation baisserait
en dessous de 3% en phase avec les objectifs communautaires de l'UEMOA. Préserver la stabilité macroéconomique, faciliter la migration de la Côte d'Ivoire vers les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure et améliorer sa résilience au changement climatique. Environ 2500 milliards de nos francs sur la période 2023-2026 et déjà le FMI satisfait. Une croissance estimée à environ 6% en 2024 permettent une nouvelle augmentation significative des revenus par habitant. L'assainissement budgétaire est en bonne voie pour réduire le déficit à 3% du PIB en 2025. Aussi visé par ces programmes, la viabilité des finances publiques, l'emploi jeune, l'inclusion financière. Des raisons de leur bonne mise en œuvre selon le FMI. Le gouvernement, quant à lui, rassure avec le PND 2026-2030 l'entrée en production de la phase 3 du Champ-Baleine et les recommandations de la présente mission qui s'achève le 9 avril 2025. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a reçu les plateformes des syndicats nationaux des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire ce vendredi 4 avril à son cabinet. La plateforme est venue soumettre des préoccupations concernant l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents territoriaux. Les détails de cette réunion avec Nour Sangaré et Issa Dambélé. La plateforme des syndicats nationaux des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire a été reçue par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Au cœur des échanges, l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents territoriaux. D'abord, il y a les mesures sociales du chef de l'État. Nous demandons qu'on nous les accorde. Il y a les arriérés des salaires de nos camarades des zones ex-CNO. Il y a la fonction publique territoriale. Il y a la mesure du transport revalorisé. Il y a l'indemnité de départ à la retraite qui est déjà réglée. Et il y a aussi le cas de la police municipale, le décret de la police municipale. Et il y a aussi vraiment les indemnités qui nous courent. C'est vraiment une motion de satisfaction pour nous. Le ministre a salué cette initiative et s'est réjoui du dialogue engagé avec les représentants syndicaux. J'apprécie la démarche qui est la vôtre. Même si elle aurait dû être faite avant, mais j'apprécie la démarche. Parce que ce n'est que dans les échanges, dans le dialogue, qu'on arrive à trouver la solution qui arrange tout le monde. À commencer par vous-même et en passant par le ministère et l'État. A priori, les choses sont en bonne voie. Quand on aura reçu les observations de tous les ministères concernés par vos problèmes et que c'est des tests maintenant qui doivent être adoptés, pour ce qui est des arrêtés, on signe. Pour ce qui est des décrets, comme d'habitude, je les prends et puis je les envoie au gouvernement et puis ça devient, je dirais, force de loi. En marge de cette rencontre, la plateforme qui regroupe cette organisation syndicale a annoncé la tenue d'une journée d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État pour ses actions en faveur des agents territoriaux. Journée qui va se tenir au mois de juin à Bouaké, dans la capitale du Gbeke. On prend la direction de la Chine où 16 gestionnaires d'établissements du secteur de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire sont en formation à Tianjin. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage leur a rendu visite. Kofi Nguessan en a profité pour évoquer le renforcement des liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine en matière de formation professionnelle. Issa Chonayeo. Cet institut professionnel et technique des industries légères de Tianjin est l'une des étapes clés de la visite du ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en Chine. Raison. 16 de nos compatriotes, des gestionnaires d'établissements, sont en formation pour un mois. Kofi Nguessan échange donc avec les responsables de cet institut afin de renforcer la coopération sino-ivoirienne en matière de formation. L'idée, c'est en venant ici en Chine, c'était vraiment de venir saluer les autorités de l'institut qui accueille nos compatriotes, mais aussi pour nous rendre compte de l'efficacité de la formation professionnelle, socle du développement industriel de la Chine. Nous allons pouvoir repartir avec le sentiment que nous avons réussi à sceller ce partenariat entre la Chine et la Côte d'Ivoire et que pour les années à venir,
les partenaires chinois vont nous appuyer, nous accompagner dans le développement de la formation professionnelle dans notre pays. Le ministre Kofi Nguessan ne manque pas d'expliquer à ses hôtes la vision du président de la République, Alassane Ouattara, pour résoudre la question de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Le gouvernement envisage aussi la construction d'une étape intermédiaire dans ces relations, notamment par la construction de 5 nouveaux établissements et probablement 12 établissements suivront, de sorte à avoir une couverture territoriale homogène et faire en sorte que la formation professionnelle se développe davantage au profit des jeunes, comme le souhaite le président Alassane Ouattara. Les gestionnaires ivoiriens, ils s'intéressent beaucoup à l'environnement de cet institut. Ils sont aussi inspirés par de la culture chinoise. Plus tard, on souhaite construire plus d'ateliers de Luban dans votre pays pour voir votre efficacité de formation que vous avez connue en Chine. Pour les apprenants, le déplacement en Chine est bénéfique pour un enseignement de qualité au profit du secteur de l'éducation technique et professionnelle ivoirien. Nous découvrons un grand pays avec des valeurs et avec une projection sur l'avenir. Et donc, la formation que nous faisons nécessairement va renforcer nos capacités pour que nous puissions donc accroître la performance de nos établissements une fois qu'on sera en Côte d'Ivoire. Une visite des locaux de l'Institut permet au ministre Kofi Nguessan de s'imprégner des équipements et normes de formation dont dispose l'établissement chinois. Les responsables sont prêts à assurer la formation des jeunes Ivoiriens. De retour à Pékin, après 48 heures passées à Tianjin, le ministre Kofi Nguessan s'est entretenu avec les responsables de l'atelier Luban, un programme d'aide d'équipement. On regagne la terre des Burnies où, suite au mouvement de grève annoncé par certains syndicats, la RTI a déployé ses équipes sur le terrain. Au lycée technique d'Abidjan, les choses semblent fonctionner normalement. Les enseignants sont quasiment tous à leur poste. Notre reporter Ahmed Traoré nous en dit plus dans cet élément. Il est exactement 14h28 quand nous démarrons notre visite de terrain au lycée technique d'Abidjan. Ici règne un calme. Tout se déroule normalement et les enseignants sont à leurs postes respectifs, alors qu'une grève annoncée par plusieurs syndicats d'enseignants pourrait perturber le système éducatif. En première année de BTS, finance comptabilité, gestion des entreprises, les étudiants traitent un devoir de niveau. Ça se passe très bien pour l'instant. Les professeurs sont là, ils assurent leur rôle. Pour l'instant, il y a quelques sujets compliqués, mais on s'en sort. Alain Dadi, professeur d'énergétique et inspecteur principal, nous donne les raisons de sa présence au travail malgré le mot d'ordre de grève lancé par certains syndicats. Aujourd'hui, cela n'a pas été spécifié qu'on ne doit pas venir pour corriger, surveiller les devoirs qui ont été déjà programmés. Donc c'est pour ça que je me suis rendu ici à mon heure de cours. En deuxième année de BTS, Emmanuel Vekpon, président du conseil estudiantin du lycée technique d'Abidjan, essaie tant bien que mal de traiter les épreuves de l'examen blanc. Pour l'instant, ça va. Même si les sujets ne sont pas vraiment très faciles, on fait l'effort de travailler. Bon, je pense qu'il n'y a pas eu de perturbation ici. Les examens se déroulent bien depuis le mardi jusqu'à ce jour. Nous faisons confiance aux syndicats qui poursuivent les négociations. Donc nous pensons que tout se passera bien. Pour le censeur de l'établissement, les enseignants montrent leur professionnalisme et leur humanisme en choisissant d'être auprès de leurs étudiants. Je dis qu'à notre niveau, tout est normal parce que nous avons des évaluations programmées avant même les grèves. Et depuis mardi, les deuxièmes années de BTS sont en examen blanc. Les premières années font les devoirs de niveau. Madame le proviseur a donné tout ce qu'il faut pour que ces évaluations réussissent. Les surveillants viennent, ils sont à leur tâche et tout se passe bien. Toutefois, le gouvernement a rappelé que des progrès ont été faits en faveur des enseignants.
Et notre reporter Ahmed Traoré a poursuivi sa quête d'informations à ce dîner-gala organisé par l'ancienne ministre Euphrasie Yao lors de ce rendez-vous qui a mis en lumière le couple philanthropique indien Rai. Il s'est agi de présenter le G100 aux femmes leaders de Côte d'Ivoire, une soirée aussi à l'honneur de la première dame Dominique Ouattara. Explorer des opportunités d'investissement en faveur de l'autonomisation des femmes. C'est le but principal du dîner-gala du G100 avec la collaboration de l'UNESCO. Une initiative qui s'inscrit dans une dynamique de diplomatie d'influence et de coopération internationale, visant également à promouvoir l'égalité des chances et le développement durable avec transparence et engagement. Le G100, ce réseau mondial réunissant 100 femmes d'influence dans des domaines stratégiques, a choisi la Côte d'Ivoire comme hub stratégique pour l'Afrique de l'Ouest. And today I'm also looking for 100 top leaders. Toutes les femmes ce soir, j'aimerais vous faire comprendre que vous êtes toutes importantes et que vous avez tous des potentiels à développer. Donc, je suis dans l'attente de pouvoir identifier ces femmes leaders afin que nous puissions avoir une communauté forte de G100 en Côte d'Ivoire, solidaire, unie et un réseau de femmes puissantes tout simplement. Euphrasie Kwasi Yao, membre du G100, y occupe une fonction stratégique en tant que présidente chargée de la sensibilisation des premières dames du monde. Une opportunité qui s'offre à elle pour porter la voix de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Au cours de mon séjour en Inde, j'ai beaucoup parlé de ce que le compétition des compétences féminines de Côte d'Ivoire fait, des possibilités d'investissement en Côte d'Ivoire, qui est une terre d'opportunité. J'ai multiplié les visites. Et moins de 3 semaines après, nous rencontrons ce couple, qui est un couple milliardaire d'investisseurs dans tous les domaines économiques, des universités, des hôtels, de l'éducation. Ils ont décidé de venir en Côte d'Ivoire pour prospecter. La cérémonie a pris fin avec la distinction de 20 personnes. Hommes et femmes ayant apporté une contribution significative au bien-être des femmes et à la prospérité du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Après ce dîner auquel a participé le couple philanthrope indien Rai, on se rend précisément dans la région du Moronou qui a bénéficié de la caravane du dimanche de la solidarité. Plus de 400 ménages en situation de vulnérabilité et d'extrême pauvreté ont reçu le soutien du gouvernement. 20 d'entre eux ont été visités par la ministre Belmondo Dogo. La caravane a sillonné la région du jour, comme nous le dit Michel Mambo. Une forte poignée de mains qui en dit long sur le grand bien que lui procure cette visite des plus inattendues. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est chez elle. Les bras chargés de vivres, de non-vivres et de numéraires, Miss Belmondo Dogo apporte à Akwadongo l'assistance du gouvernement. La vieille dame ne peut qu'esquisser des pas de danse pour exprimer sa reconnaissance. Le dimanche de la solidarité est dans le Moronou. Dans le cadre de cette activité, matérialisation même de la solidarité du gouvernement en faveur des populations défavorisées, Miss Belmondo Dogo sillonne la région au contact des plus vulnérables. De Mbato à Ara, en passant par Bongwanou, une vingtaine de familles visitées. Financement en vue de création d'activités génératrices de revenus, appui psychologique, prise en charge médicale, relogement, prise en charge scolaire. En plus de vivre et de non-vivre, chacune de ces familles reçoit l'assistance du gouvernement selon le besoin exprimé. Au total, nous avons 23 ménages ciblés parmi les plus vulnérables. En majorité, les ménages visités ont été d'office sur la liste du nouveau
ciblage qui commence en principe à partir du lundi pour le programme des filets sociaux. Nous avons décidé que ces ménages-là, sur cette liste-là, pour permettre à ces ménages pendant 3 ans de recevoir les 36 000 francs, mais surtout de recevoir l'accompagnement et la formation qui les permettra d'avoir une activité génératrice de revenus qui les permettra de pouvoir se prendre en charge. Pour ceux qui ne répondent pas aux critères, nous avons un projet qui consiste à offrir aux ménages vulnérables pendant, je dirais, toute une année, des vivres et non-vivres chaque mois. Outre ces 23 ménages visités, plus de 400 familles vulnérables de la région du Moronou ont reçu l'assistance du gouvernement, cela à travers des cérémonies de remise officielle de vivres, de non-vivres et de numéraires en présence des autorités locales. Je vous le disais en titre, il y a eu signature d'un arrêté portant sur le nouveau taux de couverture de médicaments entre la MUGEFSI et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le taux de couverture des médicaments passe à 80% dans le cadre du régime complémentaire obligatoire. Cet arrêté marque une étape cruciale dans l'amélioration de la prise en charge sanitaire des fonctionnaires et agents de l'État. C'est ce que nous dit Sephora Zegui. C'est un jour historique pour les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Le taux de couverture des médicaments passe à 80% dans le cadre du régime complémentaire obligatoire. Cela s'est traduit par la signature d'un arrêté entre la tutelle et le PCA, président du conseil d'administration de la MUGEFSI. Chers mutualistes, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez qu'à payer 20%. À travers cette décision historique, le conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider démontre sa volonté d'œuvrer au quotidien pour une meilleure prise en charge médicale des mutualistes. Cette réforme qui va changer la donne en matière de couverture santé est le fruit d'une gestion rigoureuse et d'une collaboration efficace avec la couverture maladie universelle. L'arrimage MUGEFSI-CEMU a permis d'optimiser les ressources et d'améliorer les prestations. À travers cette réforme, la MUGEFSI trace la voie. Elle montre à toutes les autres mutuelles qu'il est possible de s'allier à la CMU tout en renforçant sa capacité de couverture. La MUGEFSI ne s'arrête pas là. Elle a également mis en place des actions concrètes pour améliorer l'accès aux soins, comme la digitalisation des services et la signature de partenariats avec des établissements sanitaires. La Mutuelle Générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire trace la voie et montre qu'il est possible de concilier performance et solidarité pour le bien-être de tous les fonctionnaires et agents de l'État. Notre rendez-vous, celui de l'Office national de l'assainissement et du drainage. Il porte sur les opportunités du développement du marché des sous-produits issus des stations de traitement des boues de vidange dans 17 villes de la Côte d'Ivoire. Plusieurs acteurs impliqués dans le domaine ont pris part à cette rencontre, ainsi que nos reporters Grace Kando et Basile Kwasi. La gestion durable des matières de boues de vidange a conduit l'Office national de l'assainissement et du drainage à envisager une approche d'économie circulaire permettant de générer des ressources financières tout en réduisant la pollution. Pour ce faire, une étude de marketing stratégique sur les opportunités dans 17 villes de la Côte d'Ivoire ont été réalisées. Le cœur de notre préoccupation, c'est la professionnalisation de la filière de transport et de dépotage des boues de vidange. Il faut valoriser ces boues. Aujourd'hui, les premières stations sont fonctionnelles. Les boues sont enlevées par les populations pour aller enrichir des cultures de rente. Donc ça a de la valeur. Aujourd'hui, la gestion des boues de vidange, il faut penser à l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'il ne faudrait plus voir les déchets comme quelque chose de mauvais qu'il faut jeter, mais comment il faut l'utiliser. Une bonne gestion des boues de vidange, c'est la santé. En les valorisant, ça crée des emplois. Plus de 300 000 cubes de boue sont traités et 200 tonnes de biosolides sont produits par an sur les 6 stations fonctionnelles de traitement de vidange. Des initiatives qui bénéficient de partenaires. Nous avons fait ensemble la stratégie de l'assainissement non collectif, qui a un plan d'action riche, et nous sommes en train de faire aujourd'hui cette étude de marché stratégique pour tout ce qui concerne la valorisation des stations de boues de vidange qui ont été construites et en projet, donc spécifiques pour chaque ville. 14 autres stations de traitement de boues de vidange sont prévues, selon le directeur général de l'ONAD,
Les travaux vont démarrer dans les prochains mois. Dans la même veine, à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, un séminaire a été initié par le gouvernement à l'attention des garants de la tradition. La formation a porté sur le rôle et la responsabilité des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire dans la gestion du domaine foncier urbain. Le ministre de la Construction et celui de l'Intérieur et de la Sécurité ont invité les participants à appréhender tous les enseignements pour une gestion efficiente du foncier urbain dans leurs localités respectives. Kader Sogodogo. Comment régler définitivement l'épineux problème du foncier urbain? Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, s'y emploie. Des réformes ont été initiées dans ce sens, 5 au total. L'heure est à l'appropriation de certains acteurs majeurs. Au nombre de ceux-ci, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Un séminaire s'est ouvert à leur endroit, à Yamoussoukro. Ce sont des sachants. Ce sont des personnes qui s'appuient sur nos us et coutumes, mais qui ont l'obligation d'entrer dans le droit moderne qui est celui de notre pays. Nous voulons les entendre sur comment nous pouvons faire cette transition-là, sans heurts, et surtout de façon à donner la sérénité à tous les acteurs qui sont dans le secteur de la gestion du foncier urbain. L'adhésion des têtes couronnées sera sans faille. Une déclaration de soutien du président de la Chambre est lue dans ce sens. Le séminaire de ce jour est l'occasion d'évoquer notre rôle et notre responsabilité, ouvrir certainement la voie à la collaboration et à des stratégies visant à corriger les anomalies et à apporter des solutions constructives et durables pour la préservation de la sécurité de notre pays et la confiance à nos documents. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, attend beaucoup de ce séminaire. Je vous invite donc à jouer pleinement votre rôle en étant les relais actifs des réformes engagées par l'État. Votre sensibilisation et votre adhésion aux nouvelles orientations en matière de gestion foncière urbaine sont nécessaires pour garantir la sécurisation foncière et assurer un développement harmonieux de nos villes. Rôle et responsabilité des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire dans la gestion du domaine foncier urbain et la mise en œuvre des réformes du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. C'est le thème de ce séminaire. Et cette information émanant de la commission électorale indépendante, le contentieux électoral prend fin ce samedi 5 avril. Les réclamations, souvenez-vous, ont démarré le 22 mars dernier. Les commissions électorales locales fermeront leurs portes demain, samedi, à 15h. À l'approche de l'élection présidentielle, les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP basé aux États-Unis se mobilisent. Lors d'une rencontre à New York, des responsables locaux mettent en avant les actions de développement du président et souhaitent qu'il brigue un autre mandat. C'était en présence du consul général Inza Kamara, de la ministre Nassene Batouré, mais aussi de notre reporter Ami Sissoko. Les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP basés aux États-Unis se mobilisent en vue de la présidentielle d'octobre 2025. Pour eux, le président Alassane Ouattara reste le choix idéal pour porter les couleurs du parti. À New York, les responsables locaux du RHDP mettent en avant les actions de développement menées par le président. J'ai vu des infrastructures renaître sous mes yeux. Les routes ont été réhabilitées et prolongées, facilitant la circulation des biens et des personnes. Le développement des infrastructures énergétiques a fait de la Côte d'Ivoire un exportateur régional d'électricité. Les militants du RHDP aux États-Unis, par ma voix, souhaitent que son Excellence M. Alassane Ouattara, président du parti, soit notre candidat pour les élections à venir. Les militants bénéficient du soutien des cadres du parti, dont le consul général de Côte d'Ivoire à New York, Inza Kamara, et de la ministre Nassene Batouré, membre du directoire du RHDP. La politique, c'est le bon choix, et ce bon choix, chers militantes et chers militants de New York, c'est le choix de la continuité assurée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Quand vous avez un président de la trempe d'Alassane Ouattara,
il peut réaliser ce qu'on doit réaliser en 30 ans, en 15 ans. Vous ne vous posez pas de questions de quel nombre de mandats, combien de nombre de mandats un tel homme doit faire. Vous vous posez la question plutôt de savoir qu'est-ce qu'il peut encore faire pour la Côte d'Ivoire. Lors de cette rencontre, le docteur Jean-Rémy Konan, homme d'affaires et président du parti, le changement est possible, a annoncé son adhésion au RHDP. Pour lui, le président Alassane Ouattara est un modèle à suivre et à soutenir pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. On termine ce journal avec du sport, la CAN U17 précisément. Il y a eu match nul blanc 0-0 entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Rendez-vous est pris ce lundi 7 avril pour la 3e journée pendant laquelle les éléphantaux affronteront le Mali. Et c'est la fin de ce journal conçu de main de maître par les équipes techniques de la rédaction et de la réalisation. Je vous donne rendez-vous demain à 23h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.